Bonjour chers amis et frères qui aimaient la géopolitique, qui suivaient la géopolitique mondiale avec ce conflit en Ukraine entre l'OTAN et la Russie, parce que c'est de ça qu'il s'agit véritablement. Hein? Des mondialistes ou des globalistes qui veulent soumettre tous les peuples de la terre à un gouvernement unique, hein, comme une nouvelle tour de Babel, et aux peuples qui refusent, qui veulent garder leur identité. Voilà. Qui refusent, qui veulent garder leur identité. Qui ne veulent pas que leurs garçons soient transférés pour être des femmes, ou bien leurs filles soient transférées pour être des garçons. Voilà. Ceux qui veulent, hein, l'union de l'homme et de la femme, et non pas autre chose. Et même, je vous le dis, il y a des relents et des aspects spirituels. Les globalistes sont des lucifériens, ils ne s'en cachent pas. Parce qu'eux, ils sont convaincus que c'est Lucifer qui libère l'homme. Notamment, il libère l'homme des lois de Dieu, des contraintes qui viennent de Dieu. Mais ils ne veulent pas reconnaître que Lucifer, là, c'est lui qui est devenu Satan. C'est lui qui est devenu le diable, c'est lui qui divise. Or, au moins, ils reconnaissent que Dieu existe. Mais parmi eux, il y a certains qui prétendent qu'eux, ils sont athées. Alors que partout où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. Il y a des lois chimiques, il y a des lois mathématiques, il y a des lois physiques. Voilà. Partout dans l'univers, il y a des lois. Il y a les lois de la mécanique quantique. Là où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. Et dans l'univers, partout, il y a des lois. Donc, il y a un créateur. Il faut reconnaître cela, c'est tout. Alors, donc, nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier, qui est important parce qu'il fait des sortes de prévisions sur la marche du monde. Sur la marche du monde, il y a quand même il y a quelques années, pour ne pas dire plusieurs années, qu'il a fait son ouvrage. Voilà. Mais son ouvrage aussi est clair sur la géopolitique actuelle, sur les rapports entre les nations actuellement, sur ce qui se passe sur la Terre, dans la vie des hommes. Alors, non, nous poursuivons. Alors, il parlait d'une coopération, notamment Corée, Japon, Russie. Il dit que la Russie ne dispose que de peu d'atouts, car sa partie extrême orientale est de plus en plus dépendante des liens étroits tissés avec la Mandchourie chinoise. Mais c'est une coopération gagnant-gagnant. Quand il y a une coopération gagnant-gagnant, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que les Africains demandent. Les Africains ne demandent que ça. Une coopération gagnant-gagnant. Acheter nos matières premières à un prix raisonnable. Parce que sans nos matières premières, vos industries ne peuvent pas fonctionner. Mais il y a certains qui disent non, eux, ils vont installer leurs armées pour piller tranquillement. C'est ça le problème. Le rapport de force est identique sur le plan économique dans les relations que la Chine entretient avec la Mongolie. C'est-à-dire la Mongolie extérieure. Là, il parle de la Mongolie extérieure, qui fait partie, qui est un État à part. Mais il y a une Mongolie intérieure qui fait partie de la Chine populaire, qui n'est plus aujourd'hui un satellite de la Russie et dont la Chine a reconnu l'indépendance à contre-cœur. Bon, pourquoi il dit à contre-cœur? Bon, peut-être est-ce parce que Genghis Khan, le grand ancêtre des Mongols, a eu à voir je peux dire ses descendants diriger la Chine. C'est ce qu'on a appelé la dynastie des Yuan. La dynastie des Yuan. Et vous remarquez bien que la monnaie chinoise est appelée Yuan. Cela veut dire que quelque part en arrière-plan, parce que Genghis Khan et ses partisans, ils ont fait des guerres, ils ont conquis de nombreuses régions. Ils ont conquis la Chine, ils ont conquis une bonne partie de l'Inde, etc. Ils sont même venus jusqu'à Bagdad. C'est eux qui ont vaincu la dynastie des Abbassides. Voilà. Donc c'est ça. Ainsi, assistons à la construction d'une sphère d'influence régionale chinoise. Bon, bien sûr. Cependant, il ne faut pas confondre sphère d'influence et zone de domination politique exclusive comme celle de l'Union soviétique, que celle de l'Union soviétique exerçait en Europe de l'Est.
Une sphère d'influence présente une plus grande perméabilité socio-économique et ne constitue pas un monopole politique. Ça, ce n'est pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, l'OTAN s'étant avancée vers l'Est, mais on constate avec la crise actuelle en Ukraine que tous ces pays qui font partie de l'OTAN obéissent au doigt et à l'œil à Washington. C'est à Washington que les décisions se prennent. Voilà. Et le commandement de l'OTAN est piloté par les États-Unis. Voilà, c'est ça le fait. Voilà. Toutefois, elle embrasse un espace géographique correspondant à différents États qui, lorsqu'ils élaborent leur politique, doivent respecter les intérêts, les positions et les réactions prévisibles de la puissance régionale dominante. En résumé, on peut définir la sphère d'influence chinoise. Sphère de référence serait peut-être le terme plus approprié, comme une zone dans laquelle la toute première question que se posent les États qui la composent est la suivante. Quelle est la position de Pékin en la matière? Bon. Pékin utilise ce qu'on appelle le soft power. Eux, ils ne cherchent pas une domination contraignante, comme ce que veulent faire les Américains ou bien ce que veulent faire les Européens de l'Union européenne. Comme ce qu'on le voit, ils veulent installer les armées ici et là. Voilà, on veut installer ces armées forcément au Sahel. Même quand on leur dit de partir, ils trouvent que c'est un crime de lèse-majesté, etc. Bon, mais retournez chez vous, c'est tout. Vous êtes venu vous dire que vous voulez combattre les terroristes. Vous n'avez pas pu. Depuis 9 ans, 10 ans, vous êtes là. Ça ne produit aucun effet. C'est comme on le voit. L'ONU est un instrument d'impérialisme et de domination. Ils envoient des missions. C'est surtout en Afrique qu'ils envoient des missions. Il y a eu des guerres en Afghanistan, ils n'ont pas envoyé des missions. L'ONU n'a pas envoyé des missions. Il y en a eu en Irak, l'ONU n'a jamais envoyé des missions. En Syrie, l'ONU n'a jamais envoyé des missions. Il y en a en Ukraine, l'ONU n'envoie pas de missions. Vous voyez? C'est seulement en Afrique qu'ils envoient leurs missionnaires là, qui souvent ont en leur sein beaucoup de pédophiles. Ça, c'est des faits. Des pédophiles. Et des gens qui souillent la dignité des filles en Afrique. Des femmes en Afrique. C'est ça les faits. La Chine, c'est le soft power. Ce n'est pas le hard power, c'est le soft power. Et ils ont dit la nouvelle route des soies. Voilà, ils veulent échanger. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit, nous voulons échanger avec tout le monde. Nous ne cherchons pas à dicter notre volonté aux autres. Non. Alors que les États-Unis et l'Occident, ils veulent dicter leur volonté aux autres. Voilà. Il faut que tu acceptes LGBT. Et tu acceptes la gay pride. Sinon, ils ne vont pas te donner ceci ou bien ils ne vont pas te donner cela. Sinon, ils vont prendre des sanctions contre toi. Et ils prennent des sanctions contre... Actuellement, le Zimbabwe est soumis à une sanction. La Zambie est soumise à une sanction. On ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. Voilà le problème de ces États-là, globalistes. Alors, il dit qu'en dépit des obstacles internes et externes précédemment mentionnés, une grande Chine dominant la région est soutenue par la diaspora chinoise de Singapour, Bangkok, Kuala Lumpur, Manille et Jakarta, sans parler de Taïwan et de Hong Kong, immensément riches et dominant l'économie. Effectivement, il y a de fortes communautés, notamment en Thaïlande aussi. Bon, je crois qu'il n'a pas mentionné Thaïlande. Ah si, il a mentionné quand même Bangkok, etc. Bon, donc c'est ça. Et toutes ces zones-là, qui sont pratiquement en Océanie, les Chinois ont de fortes communautés là-bas. Les Chinois ont de fortes communautés. À Singapour, à Bangkok, à Kuala Lumpur, à Manille, c'est aux Philippines, et puis à Jakarta. Sans parler de Taïwan. Mon Taïwan, là, ça fait partie de la Chine. Et là encore, il y a un problème. On a vu les Américains, notamment Nancy Pelosi, qui était alors la présidente du Sénat, je ne sais pas si c'est de la Chambre des représentants, venir narguer les Chinois en venant faire une visite officielle à Taïwan. Or, Taïwan est une province chinoise. Le principe d'une seule Chine, à Pékin ne transige pas là-dessus. Voilà. Hong Kong a été réintégré à la Chine, donc il n'y a plus de problème. Donc ces régions-là, qui sont des régions immensément riches et ayant une économie très puissante. Ça, il le dit, c'est vrai. Donc la Chine a aujourd'hui une influence, notamment en Asie centrale, en Extrême-Orient,
etc. Et puis, a de bonnes relations avec la Russie. C'est cela. Il parle même de l'Empire chinois en bas son déclin. Il y a 150 ans, bon, mais ça c'était avant. On a connu ce qu'on a appelé l'impérialisme des Européens et autres, et des Américains en Chine, avec la question de l'extraterritorialité. On a vu la guerre de l'opium que la Chine a perdue vis-à-vis de l'Angleterre et de ceux qui ont soutenu l'Angleterre dans cette forfaiture. Voilà. Donc c'est ça. En tant que puissance mondiale, la Chine engloberait certainement une région importante au sud, notamment l'Indonésie et les Philippines, qui se verraient contraintes d'accepter le fait que la marine chinoise est devenue la force dominante en mer de Chine méridionale. Mais ce n'est pas à cause de ces pays-là. Ce n'est pas à cause de ces pays que la marine chinoise se déploie. C'est à cause des États-Unis. Ça, il faut que Brzezinski reconnaisse ça. C'est à cause des États-Unis. Parce que les États-Unis ne sont pas loin. Ils ont une base à Okinawa au Japon. D'ailleurs, les Japonais leur disent de partir, mais ils refusent. Hein? Et puis, ils sont où? Ils sont à comment on appelle ça? Comment ils appellent? Ils ont un... Ça fait partie d'ailleurs de leur zone qui a été bombardée par le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a provoqué d'ailleurs la guerre du Pacifique. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Donc, les Américains sont implantés dans la zone. C'est pour ça que les Chinois veulent aussi déployer leur marine pour faire face. Et puis, les Chinois considèrent toujours les Japonais comme des gens qui leur sont hostiles. Donc, c'est un peu ça. Les îles Samoa, tout ça là, les Américains ont leur marine qui sillonne là-bas. Voilà. Donc, c'est ça, c'est pour cela. Bon, maintenant il dit à l'ouest de l'Ouzbékistan, l'État d'Asie centrale le plus résolu à résister aux incursions de la Russie sur son ancien domaine impérial pourrait être favorable, tout comme le Turkménistan a une alliance avec la Chine qui ferait contrepoids. En fait, tous ces pays-là qui faisaient partie de l'Union soviétique, mais on a vu les services secrets occidentaux faire pénétrer ce qu'on appelle les djihadistes. Et c'est comme ça que la Tchétchénie a été durement frappée. Et ces pays-là, au contraire, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, etc., le Tadjikistan, ils se sont rendus compte que la Russie peut beaucoup les soutenir contre ces prétendus djihadistes introduits par les services secrets occidentaux. Oui, donc c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Une Chine géante sur le plan politique et économique pourrait également revendiquer une influence plus directe sur la région extrême orientale de la Russie et placer dans le même temps la réunification de la Corée sous son égide. Bon, la réunification de la Corée, ça pour l'instant c'est problématique. Hein? La Corée du Nord, la Corée du Sud sont vraiment deux pays aujourd'hui avec des visions différentes, mais ils savent qu'ils sont le même peuple. Ils ont la même langue, ils ont la même culture. Et de part et d'autre, ils espèrent une réunification. Parce que les familles sont divisées. C'est-à-dire que la même famille, là, certains sont en Corée du Nord, citoyens de la Corée du Nord, d'autres sont citoyens de la Corée du Sud. Voilà. Et quelquefois, on a organisé des rencontres entre des membres de la famille qui sont de part et d'autre, mais c'est des scènes douloureuses. C'est des scènes douloureuses. Non seulement ils sont contents de se retrouver, mais ils pleurent parce qu'ils sont séparés en deux pays. Voilà les faits. Mais une pareille Chine aurait également plus de chances de se heurter à une ferme opposition extérieure. La deuxième carte met en évidence le fait qu'à l'ouest, la Russie et l'Inde auraient tous deux de bonnes raisons géopolitiques de s'unir pour repousser la menace chinoise. Ouais, Brzezinski, il veut opposer les choses. Or, qu'est-ce qui se passe? Au contraire, la Chine, la Russie et l'Inde ont compris que face à l'OTAN et à cette volonté d'un gouvernement mondial, ils doivent se mettre ensemble pour protéger les nations. Parce que ce sont des nations. La Russie est une nation. La Chine est une nation. L'Inde est une nation. L'Inde, c'est un pays qui compte plus de 800 millions d'hindous. Hein? Des gens qui pratiquent l'hindouisme. Voilà.
Vous n'allez pas envoyer LGBT là-bas, ils ne vont jamais accepter ça. Ils ne vont jamais accepter ça. Hein? Les Chinois, hein, le principe du yang et du yin, hein, qui correspond aussi au principe masculin, au principe féminin, ils ne vont pas accepter votre LGBT. Les Russes, ce sont des chrétiens orthodoxes. Ils ne vont pas accepter votre affaire des LGBT. Donc voilà, c'est un peu ça. Et ils se mettent ensemble. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne ne veut pas acheter le gaz, le pétrole de la Russie. Mais la Russie vend son pétrole et son gaz à la Chine. Et aussi, il vend son pétrole et son gaz à l'Inde. Et qu'est-ce que l'Union européenne fait? Ils s'en vont racheter le pétrole et le gaz russe vendu à l'Inde en Inde. Mais indirectement, c'est du pétrole et du gaz russe que vous achetez. Mais beaucoup plus cher parce que l'Inde revend ça avec des intérêts. Avec un surplus, ça c'est évident. Voilà. Dans le sud, l'opposition la plus forte proviendrait du Vietnam et de l'Indonésie. Probablement soutenue par l'Australie. Non. Pas soutenue par l'Indonésie et l'Australie ont deux visions différentes. Les Indonésiens, ce sont des Asiatiques. Alors que l'Australie, les Australiens, ce sont des Caucasiens, ce sont des Européens. Voilà. D'ailleurs, qui ont massacré les aborigènes, qui sont les autochtones noirs de l'Australie. À l'est, les États-Unis, avec l'appui probable du Japon, opposeraient une résistance farouche à tout effort chinois visant à dominer la Corée et à réintégrer Taïwan par la force. Mais ils vont forcément réintégrer Taïwan. Ils pénètrent les eaux territoriales dites taïwanaises, ils sont dans le ciel taïwanais. Bon, les Taïwanais disent non, ils ont violé notre espace aérien. Ils disent mais nous, ça nous appartient. Voilà la situation actuelle à Taïwan. Alors, il dit deux gestes qui obligeraient les États-Unis à se contenter du perchoir instable et isolé qu'offre le Japon à la présence américaine en Extrême-Orient. Effectivement, ils sont en Extrême-Orient. Ils sont en Extrême-Orient. Ils ont des territoires là-bas. Enfin, la probabilité de voir ces scénarios se réaliser pleinement ne dépend pas seulement du développement de la Chine, mais également, dans une large mesure, de la présence et du comportement américain. Un désengagement des États-Unis rendrait le second scénario plus probable, bien que pour que le premier se dessine, il faudrait que les États-Unis se montrent conciliants et renoncent à certaines de leurs aspirations. Mais ils ne renoncent pas. C'est par obligation qu'ils sont obligés de lâcher du lest. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Ils ont été obligés de partir précipitamment. Ils sont encore en Irak, où ils sont dans une situation très précaire. Parce qu'ils sont dans la zone verte, qu'ils ont protégée, qui disent une zone protégée. Mais très souvent, les gens tirent des roquettes dans la zone verte. Et dans la zone verte, ce n'est même pas le GI ordinaire, c'est-à-dire le soldat américain ordinaire qui protège la zone verte. Non. Ce sont les mercenaires de Blackwater, qui est une armée privée américaine. Il faut que les gens sachent cela. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. C'est ça. Les Chinois en ont parfaitement conscience. C'est pourquoi le principal objectif de la politique chinoise devrait être d'influencer l'attitude américaine et surtout de modifier les fondements de l'alliance critique nippo-américaine. Japonais et américain. La Chine devrait également prendre en considération cet objectif dans la tactique des relations qu'elle entretient avec les autres États. Mais qu'est-ce que la Chine fait? Les bons du trésor américain, la Chine en a acheté plus que tout le monde. Donc les États-Unis doivent à la Chine. Ils doivent à la Chine. Parce que le problème, c'est quoi? Le risque, s'ils entrent en conflit, tous ces biens chinois aux États-Unis, les Américains vont confisquer cela. Les États-Unis vont confisquer ces biens. Comme on a vu, les avoirs de la Russie dans les banques occidentales ont été confisqués. Ça, on appelle ça quoi? Ça veut dire que vous allez contre la propriété privée. Donc, on appelle ça quoi? On appelle ça du vol. C'est du vol. Il n'y a pas un autre mot, c'est du vol, c'est illégal. Ce n'est pas conformément à la loi que vous avez mis la main sur leur avoir dans vos banques. Vous n'êtes pas parti en justice pour cela. Non. C'est du vol. Voilà. Des pays qui se disent démocratiques qui font des choses comme ça, c'est inadmissible. En réalité, si la Chine s'oppose aux États-Unis, ce n'est pas tant à cause des actions de ces derniers qu'en raison de la position qu'ils occupent aujourd'hui. La Chine considère que les États-Unis exercent une hégémonie sur le monde et que leur présence même dans la région, qui repose sur la domination du Japon, contribue à restreindre l'influence chinoise. Selon les termes d'une analyse chinoise travaillant au ministère des Affaires étrangères, l'objectif stratégique des États-Unis est d'obtenir l'hégémonie sur le monde entier et il ne saurait tolérer l'apparition d'une grande puissance
et sur les continents européens et asiatiques. C'est vrai. Les Arabes unis veulent dominer le monde entier. Donc les autres pays aussi prennent des stratégies pour s'opposer. C'est tout. D'où aujourd'hui l'alliance de fait géopolitique entre la Chine, la Russie et l'Inde. Et même en Amérique du Sud, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis aujourd'hui ont du mal à contrôler ce qui était anciennement leur précaré, c'est-à-dire l'Amérique latine. Ils ne peuvent plus. On a vu récemment l'Argentine et le Brésil décider de se mettre ensemble pour créer une monnaie commune. Parce qu'ils n'ont plus envie d'utiliser le dollar. Parce qu'avec ce qui s'est passé, avec la confiscation des biens des Russes, ils se disent aussi que s'ils font tout en dollars, mais un jour, ça peut être confisqué par les Américains. Vous voyez, ça peut être confisqué par les Américains. Donc, ils ont décidé de faire leur monnaie, l'Argentine et le Brésil. Oh, ce sont souvent des pays un peu rivaux en Amérique latine, mais ils ont décidé de se mettre ensemble. Voilà, donc c'est cela. Et donc, devant cette volonté d'hégémonie des États-Unis, les pays cherchent à se protéger. C'est ainsi qu'on a vu curieusement, oh, j'en suis déjà à 21 minutes, oh là là, on a vu, c'est même pas curieusement, oui, mais un peu curieusement, l'Arabie Saoudite décidait de faire son commerce international en yuan avec le yuan chinois et de ne pas privilégier le pétrodollar. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Alors je vais m'arrêter là, je crois que 20 minutes, 21 minutes c'est suffisant. Donc mais nous approchons vers la fin, je parle de la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, sur l'ouvrage de Brzezinski, donc c'est un peu cela. Voilà. C'est un peu cela. Voilà. La zone de Pearl Harbor, c'est dans ces zones-là d'Asie, mais ça appartient aux États-Unis. Ça appartient aux États-Unis, où les États-Unis ont une grande base navale à Pearl Harbor. D'ailleurs, c'est cette base qui avait été bombardée par les Japonais. Donc, tous ces pays qui sont en Asie, ils connaissent l'impérialisme américain, puisque l'impérialisme américain fait partie de leur histoire. Donc, c'est tout. C'est tout. Quelqu'un qui est venu te dominer, exercer sa force tyrannique, même si vous avez aujourd'hui apparemment de bonnes relations, mais tu te méfies de lui. Et c'est ce qui se passe. Tous ces pays d'Asie-là se méfient des États-Unis. Même le Japon se méfie des États-Unis. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, je vais vous présenter encore un pan de l'ouvrage de Zbigniew Brzezinski, le Grand Échiquier. C'est un ouvrage important qui permet aussi de faire des prospections, de voir un peu l'évolution géopolitique des États du monde.